Je voudrais qu'on parle d'Arthur, parce qu'hier, l'animateur Arthur a reçu le prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA, qui récompense son engagement contre le racisme et l'antisémitisme. Sophie Aram a également été récompensée, mais je voulais vraiment qu'on écoute Arthur, parce que son témoignage est très puissant, très fort. C'était à l'Élysée hier soir. Comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Pas une peur abstraite, une peur intime, une peur qui vous réveille la nuit, une peur qu'on n'avoue qu'à demi-mot, même à ses proches. Alors je parle. Je parle pour ne pas m'éteindre. Je parle, comme vous le disiez, pour mes parents qui changent leur nom quand ils commandent un taxi. Je parle pour ces femmes qui cachent leur étoile de David comme on cache une cicatrice. Pour ces étudiants qui baissent les yeux dans les couloirs de la fac. Pour ces commerçants dont les vitrines sont taguées. Pour ces rabbins frappés en pleine rue. C'est très important cette prise de parole, parce que c'est une personnalité aimée des Français et qui vient... on sait bien que les artistes, à chaque époque, ou les personnalités médiatiques, à chaque époque, ont eu de l'influence de Yves Montand dans les années 80 jusqu'à Arthur aujourd'hui. Donc écoutez ce deuxième passage quand il demande aux uns et aux autres de ne pas se mettre à sa place. Je ne vous demande pas de ressentir ce que nous ressentons. Je ne vous demande pas de vivre nos peurs. Je ne vous demande pas de vous mettre à notre place. Je vous demande de prendre la vôtre, votre place, celle qui engage, celle qui protège pour que l'histoire ne se répète pas. Votre place, debout, claire, ferme. Tenez la ligne. Tenez la ligne avant que les dernières digues ne cessent. Tenez-la comme on tient la main d'un enfant. Tenez-la comme on tient une promesse qu'on ne peut pas trahir. Parce que ça commence toujours par les Juifs. Et puis ça déborde, ça engloutit, ça emporte tout. Et pendant que parfois la République hésite, la haine, elle avance, elle s'installe, elle prend... Sur ce sujet depuis le 7 octobre. Et il n'est pas écrit par un énarque, il n'est pas écrit par un petit homme gris, il est écrit par Arthur. Et Arthur, il sait parler aux uns aux autres. Et ça, c'est un discours politique. C'est ça, précisément, faire de la politique. Écoutez, un troisième passage lorsqu'il dit qui il est. Ce prix, je ne peux pas le garder pour moi. Je le tends. Je le tends à tous ceux qui, même dans cette période trouble, restent dignes, loyaux, debout. Je ne suis pas du tout un héros. Je suis juste un homme, un père, un citoyen, un Français, un Juif. Et tant qu'il me restera une voix, je ne me tairai pas, je ne m'excuserai pas, je ne reculerai pas. Merci à tous. Bon, il y a de la chair, il y a de l'émotion, il y a de la profondeur. Donc c'est exactement ça, un discours politique. Et c'est pour ça que ça touche. Un discours politique est naturellement empli d'une morale authentique. C'est ça qui me touche, c'est que d'abord un grand talent dans l'écriture, ensuite n'importe qui peut se sentir accordé avec ce qu'il dit parce qu'il sort de la polémique facile pour montrer une indignation que nous devrions tous partager. Je vous rejoins totalement. Et puis-je dire un mot en votre faveur, mon cher Pascal? Votre édito, il était très remarquable parce qu'il montre à quel point la France, tout de même, est dans un état lamentable lorsque le mal est quelque part et que le bien doit disparaître. Ça montre dans quel état notre pays se trouve. Mais écoutez, d'abord c'est très gentil ce que vous dites, mais Monsieur Boiram, qui est le maire de Saint-Ouen... Le peuple doit valider son déplacement. Ce qui est formidable, c'est qu'il est dans un déni sur ce sujet qui m'étonne. D'ailleurs, il peut venir demain matin, si je me trompe, il peut venir demain matin répondre à cela. Mais quand, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand il dit l'important c'est la sécurité des enfants, il a raison, évidemment. Mais, et quand il dit c'est la méthode Saint-Ouen, c'est pas la méthode Saint-Ouen, c'est la méthode Saint-Denis. Oui, bon, en tout cas on en reparlera tout à l'heure. Mais, mais c'est vrai, en fait c'est saisissant parce que d'un côté tu as des discours extrêmement puissants, des belles paroles, et tu n'es même pas capable à 5 km à vol d'oiseau de l'Élysée, 5 km, Saint-Ouen, de mettre
ou des brigades de policiers, ou que sais-je, etc., pour arrêter un point de deal. T'es même pas capable de faire ça en France. Et on va te donner un kit de survie si l'Ukraine nous attaque ou si la Russie nous attaque. La police agit, faut le dire quand même, parce que les policiers, ils font leur travail. C'est plutôt derrière que ça suit pas trop. Écoutez, bon, allez, on parle d'Arthur. Je voudrais juste... On parle d'Arthur. Sabrine, et on parlera tout à l'heure du sujet. Dire quelque chose au sujet du discours de monsieur d'Arthur. Oui. Évidemment qu'il est courageux, qu'il est lucide, qu'il reflète à la fois une lutte et en même temps une mémoire généalogique, mais il faut également saluer le courage qu'a eu Sophia Aram pendant tous ces mois depuis le pogrom du 7 octobre, qui par républicanisme a lutté contre l'antisémitisme et a été gravement conspuée et menacée. Alors l'un en raison de ses origines confessionnelles et l'autre en raison de ses origines ethniques. Donc vous voyez que finalement, que ce soit de la trahison communautaire ou une lutte légitime en vertu de sa religion, le prix à payer est très très lourd et on s'étonne pourquoi bon nombre de nos compatriotes de confession musulmane n'osent pas élever la voix parce que le conflit de loyauté est très très cher à payer. Mais ce que vous dites est très, très juste et effectivement très intelligent. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, je ne vais pas dire que c'est une des premières fois qu'il s'exprime aussi clairement sur ce sujet. C'est peut-être même la première fois. Honnêtement, c'est une des premières fois. Vous diriez que c'est la première fois, je pense La première fois, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai rarement entendu aussi clair sur l'origine de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Oui, alors, aussi clair, sinon que on l'écoutera tout à l'heure, mais il y a matière à discussion. Parce que de parler de l'antisémitisme et de rappeler ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen sur le détail il y a 50 ans, oui, c'est peut-être je pense qu'il y a un antisémitisme aujourd'hui qui n'est pas lié précisément à l'antisémitisme de Drummond, de la libre parole et de l'affaire Dreyfus. On a changé d'époque. Je vous propose d'écouter le président de la République. Pas exagéré quand même. Depuis quelques années, ont émergé les tristes héritiers de l'antisémitisme. L'un évoque les chambres à gaz comme un point de détail de l'histoire, l'autre reprend à son compte la vieille accusation du peuple déicide, pointant que Jésus a été crucifié par ses propres compatriotes. Un autre encore affirme que le maréchal Pétain a sauvé des Juifs au mépris le plus absolu de la vérité. Cela entretiennent et soutiennent les vils propagateurs de l'antisémitisme. Je pense à ces humoristes ou influenceurs, activistes ou prédicateurs, petits trafiquants de haine, qui sournoisement, insidieusement, instille le poison antisémite dans les consciences. Alors, monsieur, lui, a tweeté le prix de la honte. Donc, le prix de la honte. Hier, Arthur et Sophie Aram ont reçu des mains du président de la République un prix censé récompenser un art neuf dans son rapport aux droits humains. Comment est-il possible que ce prix ait été attribué à 2 personnes, soutien des massacres à Gaza? Vous voyez, c'est-à-dire que comme Arthur soutient les massacres à Gaza, on est bon, qui n'ont jamais eu un seul mot pour les 20 000 enfants palestiniens qui sont assassinés par Israël depuis 1 an et demi. Évidemment que chacun a souligné que les morts civiles de Gaza sont un drame. Évidemment. Chacun aussi a souligné la responsabilité du Hamas dans ces morts civiles. Donc là encore, en fait, ça devient difficile d'échanger dans notre pays parce que lorsqu'on est de tant de mauvaise foi, pour des raisons parfois politiques d'ailleurs. Le président de la République, répondez. Mais ça s'arrête là, son discours? Non, ça s'arrête là, vous voulez entendre tout le discours? Non, mais je veux dire... Ça s'arrête pas là, mais... Le début, il ne fait référence qu'à un antisémitisme ancien. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Pas de si Jean-Luc Mélenchon, il dit le peuple déicide. Et dans le discours, Éric Zemmour. Il dit que Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il cite 3 personnes qui sont responsables de l'antisémitisme en France pour lui. Jean-Marie Le Pen, avec le détail, on est en 1985, 86 ? Non, le détail, c'est 1985. 86. Éric Zemmour, sur ce qu'il avait dit, lui-même qui est juif. Et la 3e personne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Effectivement. 3 adversaires politiques, mais il n'y a aucune instrumentalisation de l'antisémitisme. Non, mais attendez, parce que dans le même discours, il dit quand même que l'antisémitisme est à l'extrême droite et qu'il l'essaime aujourd'hui à l'extrême gauche. Il parle de l'antisionisme qui est... Alors on va passer le deuxième passage, le poison. Non mais le poison, absolument. Non mais c'est comme, écoutez, c'est comme toujours chez Emmanuel Macron, il y a tout dedans. Faut décoder. Voilà, il y a tout. Faut le décoder. Voilà, comme ça, tout le monde est content et personne n'est bon. La vérité, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui, on sait
d'où il vient. Il l'aurait su s'il avait été à la marche contre l'antisémitisme. Voilà. Ça, bonne remarque. Et le dire, ça Thomas coûte Bonnet. très cher. Hein. Bon, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Le poison antisémite n'est constitué que d'un seul ingrédient, la haine. Et quelle que soit l'expression que prend l'antisémitisme, religieuse, sociale ou raciale, elle n'est que le produit de la haine. Une haine née à l'extrême droite, qui a prospéré à l'extrême droite et qui a su essaimer au-delà de l'extrême droite. Et aujourd'hui, malheureusement, jusqu'à certains rangs de l'extrême gauche et de la gauche, pour qui l'antisionisme fait office d'alibi à l'expression de l'antisémitisme. Vincent Hervouet, il faut peut-être là aussi rétablir certaines vérités. Ah bah oui. Non, mais c'est qu'il a un rapport à l'histoire qui est toujours un peu étrange, parce que c'est un homme très cultivé, c'est un homme très intelligent, mais il est toujours un peu court sur pattes. L'antisémitisme n'est pas né à l'extrême droite en France. Il y a un antisémitisme qui était d'Église, qui était catholique, qui était lié à l'idée du peuple déicide. Mais si vous revenez dans l'histoire politique française, l'antisémitisme, il est de gauche. Ah, oui. Il est né en France à gauche. Quand il est instrumentalisé par les politiques, avant de l'être par l'Élysée comme aujourd'hui, il est de gauche. C'est l'antiplutocratie, c'est la haine des Juifs parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont partis de l'argent. Après, évidemment qu'il devient un des moteurs, un des ressorts de l'extrême droite, ça tout le monde le sait, mais c'est frappant, je veux dire, il n'y a pas de quoi s'indigner, c'est toujours frappant d'écouter le président, quand il parle de toutes sortes de sujets liés à l'histoire, de voir à quel point il fait des erreurs mais très basiques, quoi. C'est pas quelqu'un qui est immergé dans l'histoire de France, ses subtilités, ses contradictions, ses paradoxes et sa vérité. Il n'est pas dans la vérité. Olivier d'Artigol. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le verbe du président de la République sur ces sujets-là. Parce que pour moi, un président doit agir sur le terrain de la lutte réelle contre l'antisémitisme. Et la parole d'Arthur, qui parle de sa peur intime, il dit, ce qui est magnifique, je ne vous demande pas de prendre ma place, je vous demande de faire face à ce que nous sommes en train de vivre. Et pour moi, les années d'Emmanuel Macron seront des années sur de nombreux sujets du verbe et avec une action qui n'est pas au rendez-vous, ce qui abîme le pays profondément. Bon, et c'est pas l'Élysée qui remettait le prix, je précise bien. Non, c'est la LICRA. C'est la LICRA et la famille Pierre Bloch pour leur engagement ferme et constant dans la lutte contre l'antisémitisme. Mais c'était hier au Palais de l'Élysée. Jean-Pierre Bloch et sa femme, tous les deux de grands résistants. Oui, exactement. C'est Jean-Pierre Bloch. Oui, le prix Jean-Pierre Bloch. Le prix Jean-Pierre Bloch a été créé en 2012 par Martine Benayoun, ancienne vice-présidente de la LICRA, en hommage à Jean-Pierre Bloch. Jean-Pierre Bloch, oui, grand humaniste, résistant, ministre du général de Gaulle et ancien président de la LICRA de 1968 à 1992. Ce prix récompense un artiste et son œuvre en lien avec les droits de l'homme. Je fais juste une parenthèse sur cette période-là. Est-ce que vous avez regardé hier soir l'épuration, la France sous l'épuration, et ce documentaire absolument étonnant sur Pas hier soir, mais j'ai beaucoup regardé de documentaires. Et sur mais l'autre jour, on a souvent parlé d'Oradour tous les deux. Est-ce que vous connaissez effectivement ces 14 Alsaciens, dits les malgré nous, qui ont été condamnés à mort à Bordeaux en 45 ou 46 et qui ont été amnistiés dans la foulée 3 jours plus tard par l'Assemblée nationale? Mais les heures et les jours de l'épuration, il y a eu des choses... Non, mais c'est sidérant. C'est-à-dire qu'il y avait des Alsaciens qui étaient appelés les malgré nous. Mon grand-père. Comment? Mon grand-père. Votre grand-père était alsacien? Mon grand-père était alsacien. Toute sa famille il avait été fait au Pâtes en 14. Il a fait une guerre. Il a fait la guerre en 14 côté allemand. Il a une très belle croix de fer. Et il a eu la Légion d'honneur en 40. Bien sûr. Mais peu de gens savent que la des douleur Français des Alsaciens... Ah si. D'ailleurs, elle a perduré. On en trouve encore aujourd'hui des traces. De même que ça ou l'histoire. C'est pour ça que ce que je disais sur le président de la République, c'est pas simplement une réflexion, je veux dire, théorique. C'est connaître l'histoire de son pays, c'est absolument essentiel. Ça évite de dire des bêtises sur l'Algérie ou sur l'Allemagne. Mais peu de gens savent qu'à Oradour-sur-Glane, dans cette fameuse division, il y avait des Français, en l'occurrence 14 Alsaciens. Peu de gens savent que ces gens ont été retrouvés
est condamné par un tribunal français à Bordeaux, avec les familles d'Oradour-sur-Glane qui étaient présentes, et peu de gens savent encore que 3 jours plus tard, à l'Assemblée nationale, 3 jours plus tard, il y a eu amnistie, ce qui fait qu'ils étaient condamnés à mort le lundi, ils étaient amnistiés le mardi ou le mercredi. Il n'y avait pas besoin. C'est sidérant. Ouais, absolument. Et cette période de l'épuration, dont on n'en finit pas de parler, est sidérante. Et bon, moi, je vous renvoie là-dessus. Marine Le Pen, vous voulez dire un mot? Non. Mais c'est curieux. Non. Non, mais si vous vouliez dire quelque chose. Non, c'est pas très important. Bon, je vous propose que vous donniez une leçon d'histoire au président de la République. Non, pas du tout. Mais si. Non, c'est pas du tout mon vision. Moi, je pense qu'il faut on connaît un peu l'histoire franco-allemande, on connaît un peu l'histoire de la Vendée, on connaît un peu l'histoire de l'Algérie, et on est toujours étonné d'entendre des truismes et des contre-vérités. Mais c'est pas lui peut-être. Il a des conseillers, bon sang. Il a des conseillers mémoire. Je pense qu'il connaît, qu'il est très au fait. Alors là, si vous parlez du conseiller mémoire, si vous parlez du conseiller mémoire, attention. Il y a comme un biais. J'espère que le conseiller mémoire nous écoute. Est-ce que le président... Alors, je pose la question... Tiens, il est très au fait de tout ça. On devrait poser la question à Grok. Oui. On devrait poser la question à Grok. Le président fait de la politique. Non, mais il simplifie. Non, mais dans l'honnêteté. Oui, mais Vincent, je pense qu'il connaît l'histoire, mais il la simplifie. Regardez, moi, l'antisémitisme, on va poser la question, l'antisémitisme est-il né à gauche? À gauche. On va voir ce que dit Grok. Grok, c'est génial. Grok cherche en cours. Non, l'antisémitisme n'est pas spécialement né à gauche. L'antisémitisme a des racines historiques profondes et complexes qui transcendent les clivages politiques et modernes. Ça, c'est formidable quand même, Grok. Entre gauche et droite, il existe depuis l'Antiquité, bien avant l'émergence des idéologies politiques contemporaines. On peut le retracer à des préjugés religieux, économiques et sociaux qui ont évolué au fil des siècles. Dans l'histoire, l'antisémitisme a été alimenté par diverses sources. Par exemple, au Moyen-Âge, il était souvent lié à des accusations religieuses, etc. Bon, en résumé, l'antisémitisme n'a pas une origine politique unique, ni à gauche ni à droite. Il s'est manifesté à travers différents spectres idéologiques selon les contextes historiques et son émergence procède de toutes ces catégories. Grok. Oui, mais Grok. Je pourrais expliquer en détail quelque chose. Sans être interrompu. Quelqu'un qui me fait comme ça, l'air terrorisé. Je ne conteste pas sur Twitter, la lecture historique de Vincent, qui était juste, mais vous êtes passé un peu rapidement sur le séisme de l'affaire Dreyfus. Olivier D'Artigot. Recomposé sur le plan politique, et le climat des années 30. Non, mais bien sûr, mais... Voilà, mais vous aviez raison sur la force. Allez, Marine Le Pen. A mué souvent. C'est pas le même antisémitisme avant le nazisme et après. Oui, voilà, bon, il y a une... C'est compliqué à expliquer quand même tout ça. Déjà,